Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue ce Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Chers amis internautes, pour le numéro d'émission de ce matin, j'ai deux invités, un invité matinal et un invité spécial que je vous réserve comme surprise en fin d'émission. Mais avant, vous aurez droit à la une des journaux, au bulletin matinal d'information, à la page des sports, à la définition du jour, aux trucs et astuces, aux prénoms du jour, aux prévisions astrologiques et au panel de discussion. Chers amis internautes, sans trop discourir, juste après l'instant pub qui vante les mérites de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Juste après, on se retrouve pour la une des journaux. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Bedjoumende, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux, comme il est de tradition sur ESAE TV, par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui ce matin manchette parle de réforme institutionnelle via le Parlement à travers le Palais des gouverneurs, révision de la Constitution, jour de vérité. Le Canada écrit que le projet de loi portant révision de la Constitution est le premier point inscrit à l'ordre du jour de la plénière qui s'ouvre ce jour au Parlement. Sauf modification de dernière minute, on devra connaître à l'issue des travaux le sort qui sera celui de la loi fondamentale du 11 décembre 1990. On peut lire également à la une de l'Informateur de ce matin: présidentielle de 2026, après la visite médicale, la Cour constitutionnelle valide les deux duos. Médias en République du Bénin, ce sont 4 quotidiens légalement reconnus, liste intégrale de la liste avec 9 hebdomadaires, 3 bi-hebdomadaires, 3 mensuels et 1 bimensuel. Droits fondamentaux, plusieurs magistrats africains en formation au Bénin, informe l'Informateur. Retrouvez des détails sur les enjeux de cette formation et ses implications à la page 6 de la proposition. À l'oreille droite, peut-on lire Journal École, Gabon, 20 ans de prison pour des bongos, un titre incitatif qui invite les fidèles lecteurs à lire dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques de ce jour. Des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, qui est présente à Cotonou, Abomey-Calavi et Parakou. Fraternité, ce matin manchette avec images illustratives, informe que les deux duos sont validés par la Cour constitutionnelle, ceci dans le cadre de l'organisation de la présidentielle de 2026 au Bénin. Retrouvez des détails sur le parcours de chacun de ceux qui composent les deux duos, notamment celui de la mouvance présidentielle et celui de l'opposition à travers FCBE dans les colonnes de la livraison. Motion de remerciement au chef de l'État et au ministre d'État. Les maires reconnaissant au président Patrice Talon soutiennent Romuald Wadagni.
Le matinal ce matin, après leur démission, les ex-députés les démocrates en route vers la mouvance présidentielle, ils ont été reçus hier par Joseph Fifame Diogbenou, président de l'Union progressiste Le Renouveau, et Ablaye Biotchane, président du Bloc républicain. Une image illustrative est mise à la une photo de famille qui a été prise au cours de la dite rencontre. Retrouvez quelques informations sur ce conclave à la page 2 de la livraison. Continuité de développement du Bénin, la NCB, l'Association nationale des communes du Bénin, présidée par Luc Setonji Atrokpo, maire de la ville de Cotonou, s'aligne derrière Romuald Ouadahi, les maires reconnaissant envers le président Patrice Talon. On lit à présent la une de Matin Libre, révolution digitale au Bénin. Gobot, la solution intelligente à portée de main, partenaire de grands événements, de quoi parle le Canard. Lisez son article à la page 2 pour mieux comprendre. On peut lire également à la une de Matin Libre de ce matin, sortie livresque. Anita Marcos lance sur son 31 un arrimage du style vestimentaire Talon à sa gestion du pouvoir. Retrouvez des détails sur cette œuvre littéraire à la page 9 de la proposition. Handball, le rayonnement du handball béninois au scanner avec Sidikou Karimou à la page 4 de la livraison de Matin Libre. Le Béninois libéré ce matin manchette avec une satire, titre sale temps pour les démocrates. Ablaye Biotchane ramasse toute la 20e circonscription électorale. Yahi bientôt en gogoligo sans plume. Vous avez en illustration un poulet qui est caricaturé comme si ça s'agissait de Boniaï. Et de l'autre côté, Patrice Talon qui a un scalpel qui est en train d'arracher les plumes au dit poulet. Retrouvez des détails sur l'article du journal qui analyse l'animation de la vie politique nationale en préparation des élections générales de 2026 dans les colonnes de sa livraison. On peut lire également à la une de Le Béninois libéré de ce matin, session historique de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB, les élus locaux plus unis, les élus locaux plus qu'unis derrière la vision Talon et la candidature de Romuald Ouadahi. Le potentiel poursuit dans la même veine et communique, session extraordinaire de l'Association nationale des communes du Bénin, présidée par Luc Setonji Atrokpo, maire de la ville de Cotonou. La NCB, une double motion de confort pour Talon et Romuald Ouadahi. Le Canard écrit que deux hommes, deux fonctions pour une même mission exaltante. Et à la fin des résultats d'éclat, Patrice Talon, président de la République, et Romuald Ouadahi, ministre d'État chargé de l'économie et des finances et de la coopération, sont ici célébrés et adoubés par les figures de proue de la gouvernance locale, fait écrire le journal Noir sur Blanc. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin. Ouverture du débat sur la révision de la Constitution au Palais des gouverneurs à Porto Novo. Les Béninois pourraient dormir avec le Sénat cette nuit. Le Canard écrit « Enfin, un jour mémorable s'élève. En tout cas, cela pourrait l'être pour les Béninois. Ce vendredi 14 novembre 2025, les députés se réunissent en séance plénière au Palais des gouverneurs à Porto Novo pour examiner certains projets et propositions de loi. Parmi celles-ci, il y en a une qui retient toutes les attentions. Il s'agit bel et bien celle portant révision de la Constitution qui compte instaurer un Sénat en République du Bénin. Retrouvez l'analyse de la rédaction à la page 2 de sa livraison. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin pour irrégularité à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC. La carte de presse retirée à 130 journalistes, 36 médias en ligne illégaux mis à août, Koufo FM, Haïfa FM, Urban FM et Nostalgie FM rayés du paysage médiatique pour inactivité prolongée. Retrouvez des détails sur les différentes décisions qui ont été prises hier par la plénière de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC, présidée par Edouard Kokoloko. Des détails à la page 5 de la livraison. On peut lire également à la une du même Canard ce matin, extension de l'hôpital de zone Alada Tofozé, un service des grands brûlés bientôt opérationnel. On lit à présent la une du quotidien, notamment de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin, qui cette semaine titre en manchette 25 ans de la paroisse Saint-Charbel au Bénin, consécration du nouvel hôtel. En illustration, vous avez une image sur laquelle on aperçoit Monseigneur Simon Fadoul, évêque de l'éparchie maronite de l'Annonciation en Afrique centrale et occidentale, procédant à la consécration du nouvel hôtel à l'occasion du jubilé d'argent d'érection
canonique de la paroisse Saint-Charbel. C'était le dimanche 9 novembre 2025, autant pour moi, à Cotonou. L'article qui rend compte avec des images illustratives est à retrouver aux pages 5, 6 et 7. On lit à l'oreille droite un message: diffusion du missel Vivre la parole de Dieu au quotidien. Les sœurs de Saint-Joseph de Cluny prennent le relais. L'article à la page 12. École Jeunesse Bonheur envoie en mission de 34 jeunes. Des détails en page 2. Archidiocèse de Cotonou, obsèque du père Luc Darcis Assouma. C'est toi mon espérance. C'est un message du pape Léon XIV à l'occasion de la 9e journée mondiale des pauvres, lequel message est à retrouver à la page 10. Le meilleur à présent, élection présidentielle du 12 avril 2026 au Bénin. La Cour constitutionnelle valide les duos Wadain Talata et Hunkwe Huanou. On peut lire également à la une de Le Meilleur de ce matin, vie des médias. Les journaux écrits et périodiques ayant une existence légale au Bénin sont à lire à la page 7 de la livraison. À présent, le quotidien L'événement précis, tractation politique, les députés et les démocrates démissionnaires chez Biotchane et Abla Biotchane, autant pour moi, et Joseph Djogbenou. L'article compte rendu à la page 3. Conseil national de l'ANCB, les maires du Bénin saluent les actions de développement du président Patrice Talon. Sanction de l'instance de régulation des médias au Bénin, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC frappe fort, 130 cartes de presse des fréquences retirées, une radio suspendue. Des détails à la page 9. Création d'un Sénat, les inquiétudes du politologue Mathias Hunkwe sont à lire à la page 6 de la livraison. Le premier quotidien économique du Bénin, transport aérien, Ethiopian Airlines porte drapeau de l'excellence africaine. Retrouvez des détails sur cette communication à la page 3 de la livraison. Gouvernance, contrôle et gestion des risques bancaires. Le FAGAS et la BADEA organisent un séminaire de formation à Lomé. Les enjeux à la page 11. Le matin, ce matin, élection présidentielle de 2026 au Bénin. Les deux duos de candidats Wadain et Hunkwe aptes à la course après examen médical. On peut lire également à la une du même canard ce matin, contribuer à des performances plus grandes du handball africain. 40 entraîneurs désormais détenteurs de la licence CIHF. Le grand matin, disqualification aux élections présidentielles et communales de 2026. Les démocrates en butte contre la rigueur des principes juridiques. L'article analytique à la page 5. On lit également à la une du même canard ce matin, presse écrite en République du Bénin, 80 organes déclarés légaux éligibles aux revues de presse. Libération à présent, concours de recrutement de 150 fonctionnaires des douanes, liste des candidats retenus pour l'épreuve psychotechnique. On lit à présent l'emblème du jour, ralliement politique, arrivée majeure, la Renaissance nationale rejoint officiellement l'Union progressiste Le Renouveau. Des leaders du parti politique Les démocrates de Bantais rejoint également le parti politique Union progressiste Le Renouveau. Agaché News titre à la une, projet de révision de la Constitution du Bénin, la réflexion du politologue Mathias Hunkwe, l'adresse du professeur Philippe Noudianoumé aux députés. Ces deux tribunes sont à lire dans les colonnes de la livraison. Après le rejet de sa liste de candidatures pour les communales, le parti Mouel Bénin, entendez Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, refuse de baisser les armes. Lire le message d'exhortation du président Jacques Ayadi dans les colonnes de la proposition. Le télégramme à présent, mouvance présidentielle, les députés démissionnaires LD reçus par Biotchane et Djogbenou. On lit également à la une même canard ce matin, Assemblée nationale, Louis Gbaounou Vlavonou, président de l'institution parlementaire, reçoit un nouveau don de matériel informatique de la Chine. La boussole à présent, révision de la Constitution, le Bénin à l'heure d'un choix décisif. Les députés ont en main la lourde responsabilité de choisir ce qui sert durablement la République et ses citoyens. Vous avez en illustration les images de Akhenatonde, président du groupe parlementaire Union progressiste de Renouveau, de Alassane Seydou, président du groupe parlementaire Bloc républicain, et vous avez Noureno Tchadé, président du groupe parlementaire Les démocrates. Un mois après l'incendie de son véhicule stationné à Podji à Gongo, le silence administratif étouffe la victime qui ne réclame que justice. De quoi parle le confrère? Des précisions dans les colonnes de sa livraison en boucle avec décryptage info, paiement instantané dans l'espace UEMOA, entendez Union économique et monétaire ouest-africaine. La BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, renforce son réseau pour accélérer
accélérer l'inclusion financière. On peut le lire également à la une de Canard ce matin. Formulation de stratégie de développement, réseau pour l'impact en Afrique, une alliance de solutions au développement. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci de votre aimable attention. Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans le bulletin matinal d'information. La Commission électorale nationale autonome Sénat a annoncé l'ouverture officielle de la période de dépôt des candidatures pour les élections législatives de 2026. Les partis politiques disposent d'un délai de 5 jours du samedi 15 au mercredi 19 novembre 2025 pour soumettre leur dossier complet aux élections législatives prochaines. Le Haut Commissariat à la prévention de la corruption a tenu une séance de sensibilisation au Collège d'enseignement général d'Abomey-Calavi 1 ce jeudi 13 novembre 2025. Démarré lundi dernier, les échanges avec les élèves visent à éradiquer la corruption à la base. Le reste des détails dans ce reportage. Par cet acte, les élèves du CEG 1 à Abomey-Calavi ont pris l'engagement de ne pas être des vecteurs de corruption. C'est à l'issue d'une séance de sensibilisation du Haut Commissariat à la prévention de la corruption HCPC au sein de leurs établissements. Comme on le dit, l'enfant est le père de l'homme. Si nous pouvons déjà forger ces enfants-là, les mouler, pour qu'ils sachent que la corruption, c'est un phénomène à combattre, ils vont grandir avec ce réflexe-là. Ils pourront avoir le bon comportement, la vertu. Ils pourront savoir ce que nous appelons l'intégrité. Parce que c'est eux qui sont l'avenir de ce pays. Cette vertu semble avoir été transmise aux élèves, objectif atteint pour le HCPC. Nous avons vraiment le sentiment que le message est passé. Et puisque nous ferons un suivi post-campagne, nous aurons le temps de voir, puisque comme nous l'avons dit dans la salle tout à l'heure, nous aurons le temps d'appréhender au niveau de leurs autorités respectives, est-ce qu'à tout le moins, les cas de corruption qui étaient notés, est-ce qu'au moins, à tout le moins, ça a été réduit sensiblement. Je crois que ce serait déjà un indicateur de ce que le message est passé et qu'ils ont commencé à changer effectivement. Une séance de sensibilisation suivie également par les responsables du collège qui saluent l'initiative. Je tiens à dire merci à l'équipe pour leur mot de sensibilisation. Et tel que vous venez de le dire, la corruption ne passera pas par moi. Cela suppose que vous allez sensibiliser votre entourage. On ne construit pas un pays dans la corruption. Ce que vous devez faire et ce qui est de votre devoir, vous devez le faire et bien. La campagne se poursuit dans les autres départements avec un accent particulier sur la corruption en période électorale. Et puis on parle de notre corporation à présent, la HAC, Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, poursuit son travail d'assainissement du paysage médiatique béninois. Dans une décision d'actée du 13 novembre 2025, l'institution dirigée par Édouard Locaux a procédé au retrait des cartes de presse de 130 journalistes, dont 123 de la presse écrite et 7 de la radio. Dans sa décision, l'organe de régulation assure que certains professionnels des médias n'ont pas répondu à ces courriers entrant dans le cadre du processus de mise à jour du fichier des détenteurs de la carte de presse. D'autres professionnels, par contre, n'ont pas satisfait aux conditions exigées par la HAC dans le cadre du processus de mise à jour du fichier des cartes de détenteurs de la carte de presse, alors que certains confrères, eux autres, n'ont pas pu justifier leur statut en apportant les preuves de leurs revenus tirés du journalisme et des diplômes requis aux productions journalistiques récentes. On passe à une autre information. La première édition de l'International Conference on Project Management a été lancée ce jeudi 13 novembre au Palais des Congrès de Cotonou. C'était en présence de plusieurs invités et partenaires. Francis Fahami et Anel Doui étaient, suivant leur récit.
Le management des projets comme un moyen essentiel de développement des entreprises. C'est la vision derrière cette première édition de l'International Conference on Project Management. La ICPM n'est pas qu'un événement. C'est une plateforme d'échange, un laboratoire d'idées, un espace de formation et d'inspiration où se rencontrent décideurs, experts, entrepreneurs, étudiants et porteurs d'avenir. Ensemble, nous explorons la thématique centrale, la planification stratégique au cœur de l'entreprise. Un thème qui, à n'en point douter, résonne avec les défis actuels de nos organisations et les aspirations de notre continent. Au cours de cette première édition, plusieurs débats et keynotes sont prévus. Il s'agira de partage d'expériences et de connaissances. Je formule le vœu qu'à la fin de cette journée, nous repartions avec des perspectives nouvelles, des recommandations fortes et des engagements concrets. Des engagements qui seront portés auprès des autorités et des dirigeants d'entreprise pour leur rappeler une chose simple. Dans vos entreprises, vous avez besoin des planificateurs et des gestionnaires de projets. Autant que vous avez besoin des financiers, des marketeurs ou des responsables RH. Car sans une planification rigoureuse, certains résultats resteront hors de portée. Une première édition organisée avec le concours de divers partenaires et en l'occurrence l'École nationale d'économie appliquée et de management ENEAM de Cotonou. Cette équipe aussi a essayé de montrer que les grandes conférences qui se font à l'international dans les pays développés et que nous payons des billets d'avion pour aller suivre à l'étranger, on peut le faire en interne. On peut les faire en interne. C'est-à-dire on peut faire ce genre de conférences à l'intérieur de notre pays. Et vous voyez, bon, on ne dirait pas des débutants, on dirait c'est le premier coup, mais c'est un coup de maître. Et c'est pourquoi je suis particulièrement content de ce qui se passe ici. Et ils ont montré aussi qu'on peut donner des prix qui sont vraiment sensés. Il convient de le notifier, l'International Conference on Project Management est une initiative de la Team GMC. Dernière actualité sur le plan international pour finir, le procès de Roger Lumbala à Paris s'est poursuivi ce jeudi 13 novembre 2025. Et puis au deuxième jour d'audience, et comme il avait déjà annoncé dès la veille, l'ancien chef de guerre congolais n'était pas dans le boss des accusés. Il conteste en réalité la légitimité de la justice française à le juger. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information. Merci de l'avoir suivi. Le bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité sportive, dans cette émission, on parle du 11 national. Les Guépards du Bénin poursuivent sereinement leur préparation en vue du match amical international face au Burkina Faso. En milieu de semaine, l'équipe a enchaîné une nouvelle séance d'entraînement au stade général Mathieu Kérékou à Cotonou, dans une atmosphère détendue et dans un climat idéal. Quelques supporters présents en tribune ont apporté leur soutien aux joueurs, renforçant une ambiance conviviale et motivante à l'approche de cette rencontre. La bonne nouvelle dans ces séances d'entraînement, Steve Mounier est de retour dans l'équipe. D'une information à une autre, la coupe UFOA BU20 filles a livré son verdict. C'était mercredi dernier à Adjon. Pour leur dernière sortie, les Amazones U20 du Bénin se sont inclinés 0 but contre 1 face au Nigeria. Au terme d'une rencontre âprement disputée, les Nigérianes décrochent ainsi le trophée devant le Ghana, deuxième, et le Bénin qui complète le podium en gardant la troisième place. Une belle performance pour les hôtes de la compétition. On termine avec l'actualité liée à la Ligue 1 du Bénin. La 8e journée de cette compétition se déroule ce week-end avec plusieurs chocs repartis sur toute l'étendue du territoire national. Ce samedi déjà, 15 novembre 2025, Espoir FC reçoit les Cavaliers et tandis que de l'autre côté, Ayema sera contre la JSSP. À Abomey, Dynamo d'Abomey croise les crampons de Damissa Football Club alors que Sobimap FC défie l'ASPAC à Avranco. Le duel très attendu de ce week-end, c'est la rencontre entre l'association sportive de la vallée de l'Ouémé et Coton
Football Club qui va avoir lieu à Adjo. Dimanche, nous aurons les rencontres telles que Bani Gansé et Bani Kwara et l'AS Cotonou Football Club. Dragon de l'OME se retrouve avec l'USS Kraké, tandis que Dadje Football Club reçoit les Luto Boys à Akpla. Et enfin, Amis sportifs Buffle du Borgo croise les crampons de Rodio Football Club. On prend le rendez-vous pour toutes ces rencontres demain samedi et après-demain dimanche à partir de 16h. Voilà, c'est tout pour la page des sports. Mesdames et messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver ce matin dans la définition du jour. Aujourd'hui, nous parlons de l'expression « gagner ses lettres de noblesse ». Gagner ses lettres de noblesse signifie acquérir une reconnaissance officielle, une valeur ou une légitimité dans un domaine donné, souvent après avoir fait ses preuves ou obtenu du succès. Autrement dit, quelque chose ou quelqu'un devient respecté, reconnu ou estimé dans un domaine particulier. Cette expression vient du Moyen-Âge où les nobles possédaient une lettre de noblesse, c'est-à-dire des documents officiels leur conférant un statut social supérieur. Par extension, gagner ces lettres de noblesse est mise à désigner le fait d'obtenir une reconnaissance symbolique dans un domaine, non plus par la connaissance, mais par le mérite. Exemple d'utilisation, le cinéma africain a gagné ses lettres de noblesse grâce à la qualité croissante de ses réalisations et à ses succès internationaux. Ou encore, Internet a gagné ses lettres de noblesse en devenant un outil incontournable pour l'éducation et la communication. Et voilà, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans la rubrique Le prénom du jour. Aujourd'hui, le prénom du jour est Laurent. D'origine latine, Laurent signifie couronné de laurier. Les Laurents se distinguent souvent par leur charisme naturel, leur sens du devoir et leur fidélité en amour comme en amitié. Côté cœur, Laurent est un partenaire attentionné et loyal. Quand il aime, c'est avec sincérité et profondeur. Sous son air calme, il cache une vraie passion et un grand besoin de tendresse. Voilà, c'est tout pour le prénom du jour. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine. À toutes et à tous, bonjour, bienvenue dans l'horoscope de ce matin. Courageux bélier, vous vous jetez dans votre to-do list pour la finir le plus vite possible. Vous n'avez qu'une seule hâte, être enfin en week-end. Gourmand taureau, vous pimentez votre journée à l'aide de petits plaisirs qui font passer le temps un peu plus vite. Une pâtisserie et des potins échangés avec des collègues par exemple. Spontané Gémeaux, vous avez envie d'essayer 1000 activités créatives. Bonne nouvelle, votre créativité n'a jamais été aussi puissante. Émotif Cancer, un secret de famille se révèle petit à petit et vous n'en croyez pas vos oreilles. Vous êtes complètement chamboulé. Quant à vos rayonnants Lions, on compte sur vous aujourd'hui pour remonter le moral des troupes, histoire que tout le monde finisse ses tâches dans les temps. Ingénieux Vierge, un contretemps s'invite dans votre agenda. Vous improvisez sous la pression et surprise, ça marche très bien. Charmante Balance, la délicatesse est le maître mot plutôt de votre journée. Un petit mot doux, un geste tendre et tout vous semble bien plus léger. Mystérieux Scorpion, vous aviez bien dissimulé vos petits secrets, mais aujourd'hui, l'heure est aux révélations. Quant à vous, amusant Sagittaire, vos projets s'emballent et tout se lance un peu en même temps. Voilà. Vous avez du mal à rester organisé. Ambitieux Capricorne, vous décidez de laisser les écrans de côté aujourd'hui et étonnamment, il ne vous manque pas du tout. Original Verseau, vous vous laissez aller au raconta et au petit potin bien croustillant. Vous culpabilisez un peu de vous montrer aussi de mauvaise langue. Intuitif Poisson, vous mettez le doigt sur un gros secret grâce à votre intuition renversante. Allez-vous le révéler à votre entourage? Là est la question. C'est tout pour l'horoscope de ce matin. Merci et à la prochaine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les trucs et astuces.
Avec les fortes températures de ces derniers jours, il est important de se protéger contre les coups de chaleur, un malaise qui peut survenir lorsque le corps n'arrive plus à réguler sa température. Alors, pour rester en forme pendant cette période, voici quelques gestes simples mais très efficaces. Première astuce, buvez beaucoup d'eau. Même si vous n'avez pas soif, hydratez-vous régulièrement tout au long de la journée. L'eau aide votre corps à compenser la perte de liquide due à la transpiration. Vous pouvez aussi consommer des fruits riches en eau comme la pastèque, le melon ou le concombre. Deuxième astuce, évitez les sorties aux heures les plus chaudes. Entre 11h et 16h, restez de préférence à l'ombre ou dans un endroit bien ventilé. Si vous devez sortir, portez un chapeau, des lunettes de soleil ou des vêtements légers de couleur claire. Troisième astuce, rafraîchissez votre corps. Prenez des douches tièdes plusieurs fois par jour ou passez un linge humide sur votre visage et vos bras. Vous pouvez aussi placer un ventilateur devant un bol d'eau fraîche pour mieux supporter la chaleur. Et surtout, soyez attentifs aux enfants et aux personnes âgées. Ce sont les plus vulnérables face aux fortes températures. Avec ces gestes simples, vous éviterez les malaises et profiterez plus sereinement de la saison chaude. Prenez soin de vous et à très bientôt. L'invité matinal de ce matin, ce Free Matin, Romaric Kouenou de Dravo, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du déploiement des pôles d'expertise du REDA, qui est le réseau Élite et Développement en Afrique. Vous êtes là pour nous édifier sur la rentrée solennelle du REDA. Alors, d'entrée de jeu, dites-nous, c'est quoi le REDA et pourquoi le REDA? Merci, cher ami Achiro. Vous l'avez si bien défini tout à l'heure. Hein? Le REDA s'entend comme réseau Élite et Développement en Afrique. Et quand on le prend simplement comme ça, en disant réseau, un groupe d'hommes et de femmes qui se sont mis ensemble pour faire quelque chose. Élite. Ce groupe d'hommes et de femmes ont voulu mettre en avant l'élite sur des questions de développement. Agir pour le développement en Afrique et notamment au Bénin. Voilà ce que c'est que le REDA, simplement. Mais le REDA est né en 2022. 2022, d'une conviction de ces hommes et femmes qui ont estimé que sur 4 pôles d'expertise, ils pouvaient agir sur le développement du pays. Ces pôles d'expertise sont lesquels? L'éducation, l'emploi, l'agriculture et l'énergie. Ils ont estimé que sur ces 4 pôles-là, s'ils peuvent agir de façon citoyenne, de façon responsable, de façon ciblée, de façon réflexive sur ces pôles, eh bien évidemment, ils peuvent apporter quelque chose, contribuer au développement de leur pays. C'est ça le REDA. Ils peuvent apporter quelque chose et contribuer au développement de leur pays, mais pourquoi le choix de cette thématique-là? Précisément, vous avez parlé d'éducation, d'emploi, d'agriculture et d'énergie. Oui. Je voudrais bien faire un grand discours, mais je voudrais, avant de faire ce grand discours-là, le résumer en un slogan que nous avons particulièrement. Chez nous, quand on dit l'éducation, on dit c'est la base. Quand on dit l'emploi, on dit c'est la dignité. Quand on dit l'agriculture, on dit c'est la vie. Et quand on dit l'énergie, on dit c'est l'avenir. L'éducation, c'est la base. Pourquoi? Parce que pour construire un pays, pour agir sur le développement de votre pays, il faut forcément pouvoir nourrir sa tête, nourrir son cœur, pour pouvoir faire agir ses mains. L'éducation est là. C'est par cela que vous arrivez à savoir les valeurs que défendent, les valeurs de vos pays, les valeurs que vous défendez vous-même personnellement, les valeurs que vous inculquent, qui vous donnent la possibilité de pouvoir faire agir vos mains à un moment donné, qui vous donnent la force de votre cœur à un moment donné. Et c'est ça, d'abord, la première chose. La seconde chose, lorsque vous avez toutes ces valeurs-là, lorsque vous avez nourri votre tête, votre cœur et votre main, vous avez besoin de pouvoir travailler. Vous avez besoin d'agir. Et agir, c'est travailler, c'est l'emploi. Et l'agriculture, se nourrir, pour agir, pour travailler, pour être éduqué, pour faire tout ça, il faut se nourrir. Il faut se nourrir. Et l'énergie, tout ce qui soutient toute l'action que nous faisons,
qui donne de la visibilité, qui donne de la lumière à toutes les actions que nous faisons, c'est l'énergie. Mais ça, ce n'est que le volet philosophique de la chose. Mais prenons maintenant le volet scientifique de la chose. Il n'y a pas un seul État. Il n'y a pas un seul État qui soit responsable et qui veuille véritablement se développer sans pouvoir focaliser ses actions sur ces 4 pôles thématiques. À savoir l'éducation, l'emploi, l'agriculture et l'énergie. Et c'est ce pourquoi on les appelle des pôles, on les appelle des secteurs de souveraineté d'un État. Quand vous prenez l'éducation, c'est un secteur de souveraineté. Il y a quelqu'un qui dit, il y a un de nos experts, Reda, qui dit, lorsque vous voulez détruire un pays, il n'y a pas besoin de lui faire une guerre sanglante. Il faut juste saccager son éducation, attendre 15 ou 20 ans, et vous allez voir comment est-ce qu'ils vont se détruire. Et quand vous prenez l'emploi, quand il n'y a pas de plein emploi, il n'y a pas un emploi formel productif, il n'y a pas un emploi décent dans un pays, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une jeunesse qui est frustrée, non une jeunesse épanouie. Quand l'agriculture dans votre pays, quand vous n'arrivez pas à produire comme il faut, quand vous n'arrivez pas à donner à manger, quand vous n'arrivez pas à assurer la sécurité alimentaire dans votre pays, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une tension sociale absolue à tout bout de champ. Et l'énergie, quand les gens sont dans le noir, quand les gens n'ont pas la capacité de pouvoir travailler, de pouvoir faire quelque chose de fondamental, n'ont pas l'énergie, n'ont pas ce qui soutient ce qu'ils font, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un pays à terre. C'est ça les 4 pôles de souveraineté. Et c'est ce pourquoi nous, au REDA, on a estimé que si, en tant que citoyens, nous voulons agir sur le développement de notre pays, il faudrait que nous puissions nous concentrer sur ces 4 pôles fondamentaux. Sur ces 4 pôles fondamentaux. Mais l'autre préoccupation que j'ai ce matin, c'est de savoir quelle pourrait être votre contribution au développement du Bénin, par exemple. Vous êtes un laboratoire de réflexion, vous réfléchissez, vous élaborez des politiques, mais quelle serait votre contribution? Quelle est votre contribution? Je pourrais vous le dire en... je pourrais vous le dire en 3 points, fondamentaux également. Le premier point, agir sur la citoyenneté active. À travers quoi? À travers la formation, la veille citoyenne, l'éveil de la conscience collective citoyenne. Première chose. Seconde chose, la réflexion pour pouvoir orienter, conseiller l'élaboration de la politique publique dans notre pays. Et troisième chose, apporter aux gouvernants du pays notre point de vue, des solutions, des propositions issues de nos réflexions. Voilà. Voilà, en quelque sorte. Alors, le 10 novembre passé, c'était votre rentrée solennelle. Oui. La thématique, c'était synergie pour l'avenir, unir les compétences autour des défis du Bénin. Pourquoi le choix de cette thématique-là? J'ai bien envie, c'est là, j'ai bien envie de faire mon grand discours maintenant. Vous imaginez, il y a un contemporain, je ne dirais même pas un contemporain, je dirais un médiéval français, Monsieur François Salignac de la Motte-Félénon, qui a écrit une lettre ouverte à Louis XIV. Louis XIV, où, dans cette lettre, il disait ceci. Cette lettre-là, particulièrement, a une influence de 2 siècles sur la vie publique en France. Et certaines personnes même, à raison, disent que c'est cette lettre-là qui a servi de base à la Révolution française de 1789. Dans sa lettre, il disait quoi? Il disait ceci. Il dit, le bien d'autrui ne nous est jamais nécessaire. Ce qui nous est nécessaire, c'est d'observer l'exacte justice, la véritable justice. Je finis de citer. Oui. Mais comment peut-on arriver à appliquer cette exacte justice-là? Vous savez, on peut... la science politique, le droit public et autres et tout, ont beau dire
on peut insister sur la nécessité puissante, la puissante nécessité de l'intérêt général dans la gestion et dans la conduite des affaires de l'État. Mais l'intérêt général dans la conduite des affaires de l'État ne serait jamais atteint tant que ceux qui sont concernés, ceux qui ont intérêt à ce que cet intérêt général-là puisse être appliqué, ne font absolument rien. C'est-à-dire les peuples, les nations. C'est vous qui pensez votre développement. Quand les gouvernants sont là, quand un peuple ne sait pas ce à quoi il aspire, ne sait pas exactement exprimer ce à quoi il aspire, ne sait pas comment agir par rapport à ce à quoi il aspire, et il n'y a pas de moyen pour que les gouvernants puissent être là et penser fondamentalement au bien-être du peuple. C'est le peuple qui donne la ligne directive aux gouvernants pour que les gouvernants puissent appliquer cela. Vous voyez? Et donc, sur toutes les questions de développement, le peuple a besoin de savoir ce qu'il a à faire. Et c'est là que nous agissons. Nous agissons sur la formation, l'éveil citoyen. L'éveil citoyen, pour que chacun puisse comprendre. Nous réveillons la conscience collective. Pour que chacun puisse comprendre ce qu'il a. À travers quel procédé vous réveillez la conscience collective? Ben, nous avons commencé, nous avons appelé à la compétence le 10 novembre dernier. Nous avons appelé à la compétence, à unir les compétences pour pouvoir travailler. Mais pour unir les compétences et travailler, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut à la base? C'est que vous devez, pour pouvoir travailler sur une question donnée, vous devez fondamentalement savoir ce qui se fait chez vous. Et ça, c'est l'éveil de la conscience collective. Vous voyez? La seconde chose, la formation des citoyens sur comment est-ce qu'il faut pouvoir agir, interférer. Dans ce cadre-là défini, dans ce cadre de concertation-là défini entre les citoyens et l'État, comment est-ce qu'il faudrait pouvoir agir? Et bien entendu, la troisième chose, l'action. Parce que lorsque vous éveillez votre conscience et que vous suivez totalement ce qui se fait autour de vous, vous comprenez si ce qui se fait autour de vous, c'est bon pour vous, c'est pas bon pour vous. Est-ce que ça répond à vos aspirations? Si ça ne répond pas à vos aspirations, vous vous dites, maintenant, puisque je voudrais que ça réponde à vos aspirations, qu'est-ce que je fais? Je me forme pour cela. Et quand je me forme, j'agis. C'est là le REDA. C'est ce que nous apportons aux citoyens, fondamentalement. Merci. Merci. Alors, ma préoccupation, c'est de savoir, vous avez parlé tout à l'heure de que vous êtes préoccupé par le développement et autres. Quel est votre regard au niveau du REDA sur le processus de développement engagé par le régime actuel au pouvoir? Vous savez, je vous disais tout à l'heure que quand on veut agir, il faut d'abord faire le bilan, il faut d'abord savoir ce qui se passe autour de vous. Et c'est la première chose que nous avons eu à faire au REDA. Au REDA, nous avions passé quelques temps à passer au pays fin toutes les réformes qui ont été faites. Elles sont pertinentes? Elles sont efficientes? Elles sont efficaces? Toute réforme est pertinente et efficiente. Toute réforme est pertinente et efficiente à la mort. Et nous avions trouvé que c'était pertinent et efficient. Mais toute réforme, tant que tout n'est pas encore bien fait, il reste toujours des choses à faire. Et nous, notre rôle, c'est de pouvoir dire, sur les défis persistants, voilà ce que nous apportons. Et c'est ce que nous avions fait. Quels sont ces défis persistants? Ce sont des défis persistants. Mais nous avions défini, par exemple, 20 axes. 20 axes différents à travers nos 4 pôles d'expertise. Quand vous prenez l'éducation, c'est 4 axes différents. Quand vous prenez l'emploi, c'est 5 axes différents. Quand vous prenez l'agriculture, c'est 6 axes. Et quand vous prenez l'énergie, c'est 5 axes. Ça fait 20 axes qui sont soutenus par des idées concrètes, des activités concrètes, des actions concrètes que nous avions proposées. Et c'est ça, c'est ce travail-là que nous avions exposé, livré. Est-ce que vous pouvez nous parler de façon sommaire de ces 20 axes? Oh, 20 axes, ça sera trop long. Oui, de façon sommaire, sans citer, oui. Nous prenons par exemple l'éducation. Nous prenons par exemple l'éducation. Je prends l'axe de l'éducation. Former des citoyens compétents, responsables et patriotes.
Je veux insister sur le mot patriote pour dire que le développement commence par quoi? Par la connaissance de son pays, par la connaissance de ses valeurs, par la connaissance de tout ce qui fait l'homme. Pour être patriote, il faut connaître ça. Et nous avions proposé, par exemple, à ce niveau-là, le fait que nous instaurions au niveau de l'éducation, des curricula, la nécessité de pouvoir apprendre à nos enfants l'histoire de notre pays. Ça, c'est le premier. Ça, c'est par exemple un axe. Quand nous prenons l'emploi, nous avions dit au niveau de l'emploi, je prends quel axe je prends? Je prends l'axe 2 également de l'emploi. Nous avions dit au niveau de l'axe 2 de l'emploi qu'il faut décentraliser les services, le dispositif du service public de l'emploi. Par exemple, pourquoi? En quoi faisant? En rapprochant tous ces services d'insertion de l'emploi dans les zones périurbaines et rurales. De telle sorte que l'offre et la demande puissent être à proximité plutôt que ça ne reste uniquement au niveau des zones urbaines. Ceux qui sont au village doivent pouvoir également être employés, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Voilà. Et donc, voilà le travail que nous avions fait à ce niveau-là. Quand nous prenons l'agriculture, par exemple, je prends quoi? L'axe 5, l'axe 5 ou l'axe 6. L'axe 6 au niveau de l'agriculture, par exemple, qui dit qu'il faudrait que nous puissions agir sur la formation et l'entrepreneuriat agricole rural. Et ça, c'est un volet que le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage et de la Pêche a tellement si bien apprécié et a voulu mieux développer ce jour-là. Parce que c'est fondamental. Là-bas. Et quand nous prenons l'énergie, vous savez, je vais prendre quel axe là? Je prendrai l'axe 5. Parlons de mix énergétique. Parce que la thématique est l'énergie pour tous et durable. L'énergie pour tous, mais durablement. Le mix énergétique. Vous savez tout ce que ça peut faire? Vous n'imaginez pas. Je vous invite à lire le livre blanc que nous avions établi à ce niveau-là, par rapport à nos différents axes, à ce que nous avions proposé, et vous en serez super séduits. Mais comment vous comptez vous faire entendre auprès des gouvernants pour quand même une prise en considération de ces réflexions quand même que vous effectuez au niveau de RIDA? Mais c'est ce que nous avions commencé le 10 novembre. Est-ce qu'il y a un cadre formel dans lequel vous échangez avec le gouvernement? Nous n'avions pas commencé avec un cadre formel. Mais nous attendons à ce que ce cadre formel-là puisse naître. Mais pour que ce cadre formel-là puisse naître, il faut fondamentalement présenter déjà ce que vous avez fait jusque-là. Et c'est ce que nous avions fait, que nous avions présenté le 10 novembre passé. Et dès l'instant que nous l'avions présenté, cela a reçu un accord favorable, un écho favorable au niveau des gouvernants et autres et tout. Et dans les jours à venir, nous allons établir peut-être ce cadre informel. Mais le RIDA ne peut pas se substituer à toute la société civile. Non. Le RIDA appelle toutes les compétences à pouvoir s'unir pour pouvoir créer ce cadre formel-là, pour pouvoir bâtir le développement du Bénin. Et ce serait forcément à travers un cadre formel qui va lier les gouvernants et les gouvernés, qui sont ce que nous sommes. Donc nous faisons un appel. Nous ne substituons pas à la société civile. C'est un appel que nous faisons. C'est un appel que vous faites. Pour conclure, dernièrement, votre opinion sur la politique de l'éducation du gouvernement, celle de l'emploi, de l'agriculture et de l'énergie. Il y a eu des lois qui ont été votées concernant l'emploi également. Quel est le regard du RIDA sur tout ceci? Vous savez, j'ai eu l'honneur de présenter le pôle emploi, les conclusions de nos travaux lors du pôle emploi, lors de notre sortie. Et j'ai dit ceci, qu'il y a eu des efforts courageux qui ont été entrepris. Tels que? Des efforts courageux dans le domaine de l'emploi. Qu'il y a eu des réformes ambitieuses
et qu'il y a eu même, je dirais, des mesures audacieuses qui ont été prises pour pouvoir promouvoir l'emploi, pour pouvoir créer l'emploi, pour pouvoir promouvoir l'entrepreneuriat au Bénin. Quelques illustrations? Des programmes ont été initiés, d'autres ont été renforcés. Je ne voudrais pas avoir à les citer ici. Si je prends par exemple le programme du PSIE, vous savez, c'est quelque chose d'assez marrant ce qui a été fait. Quand vous le prenez, ce programme-là, et que vous le décortiquez, c'est un programme marrant. Si les jeunes n'arrivent pas à s'y approprier, c'est un peu comme une jeune amie à moi, qui, après sa licence, me dit qu'elle a besoin d'un travail et autres et tout. Je lui dis, écoute, voilà, va sur PSIE et va trouver. Elle dit, c'est une entreprise ou quoi? Voilà ce qu'elle me demande. Quand elle me demande un truc comme ça, ça voudra dire que les jeunes eux-mêmes n'ont pas conscience de ce qui se fait là, ne vont pas chercher. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes en train, vous ne pouvez pas être resté dans la posture de celui qui cherche de l'emploi et ne pas chercher à savoir ce que l'État a fait pour vous. Et donc, du coup, il y a ce programme-là qui est fait. Et moi, j'estime que quand ces choses-là sont faites, c'est forcément le témoignage même de la volonté politique de faire du secteur de l'emploi un secteur de souveraineté. Mais ça ne veut pas dire que tout est fait. Comment est-ce qu'on peut mieux apporter quelque chose pour que chaque citoyen béninois puisse travailler avec dignité et créer avec audace? C'est ça, c'est là où nous avons proposé des choses. C'est là où vous avez proposé des choses. Et dans le domaine de l'agriculture, de l'énergie, pour conclure? Vous me demandez quoi de dire? Ce qui a été fait par le gouvernement, votre regard, le regard de Reda. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on a passé au pays fin toutes les réformes et que nous avions estimé que c'était bien. Mais au-delà de ce qui est bien, qu'est-ce qui reste à faire en termes de défis persistants et qu'est-ce que nous apportons de plus? Et je vous ai cité quelques exemples de tout à l'heure. C'est ça. C'est ça. Merci à vous, Romaric Kerkouenou de Dravo. Je rappelle que vous êtes le responsable du déploiement des pôles d'expertise du réseau Élite et Développement en Afrique, REDA. Merci d'être passé sur Free Matin. On se dit à très bientôt, peut-être. À très bientôt. Merci pour un autre rendez-vous. C'est le REDA. C'est le REDA. Chers amis internautes, à présent, on passe à l'invité spécial de ce matin sur Free Matin avec Albéric Darius Sedro Dagan, qui est le secrétaire exécutif du mouvement Les Témoins d'Olivier Bokor. Il est suppléant du chef du 11e arrondissement de Cotonou. Avec lui, on parlera de la présidentielle de 2026. Le spécial invité matinal de ce matin, ce Free Matin, Albéric Darius Sedro Dagan. Bonjour. Bonjour, mon frère. Vous êtes le secrétaire exécutif du mouvement Les Témoins d'Olivier Bokor. Vous êtes suppléant du chef du 11e arrondissement de la ville de Cotonou. Merci d'être là pour parler politique avec nous ce matin. Alors, Les Témoins d'Olivier Bokor, aujourd'hui, quelle est votre position sur l'échiquier politique national? Bonjour, mon frère. Bonjour. D'entrée, je voudrais déjà saluer le travail que vous faites ici. Merci. Je voudrais vous remercier pour l'invitation. C'est un plaisir. C'est une considération. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Du tout pas. Okay. Allez-y. Je voudrais dire, le mouvement TOB se porte très bien. Le mouvement TOB se porte comme tous les mouvements qui ont essayé d'annoncer la candidature de quelqu'un pour les élections présidentielles de 2026. Suivez mon regard. On se porte comme les autres partis, les autres mouvements qui ont quand même essayé d'aller à la conquête du pouvoir en 2026. Donc on se porte très bien. Vous vous portez très bien. Alors aujourd'hui, vous alliez derrière quel candidat? Derrière la mouvance présidentielle, le duo Wada Intalata ou le duo Rompe Houanou? Faisons un peu l'historique des élections présidentielles avant de dire vers qui on est en train de partir. Vous savez, en 2026, il s'agira de changer de régime. Il ne s'agira pas d'élections présidentielles. Quel que ce soit Wadaï ou Rompe, c'est un changement. On change de chef d'État. Nous, on s'était fixé deux objectifs, tout comme d'autres mouvements, tout comme d'autres partis politiques. Nous avions estimé que non seulement il faut faire partie du régime qui est là, il faut une nouvelle personne à la tête du pays. Maintenant, nous avions aussi choisi qui pour continuer. Qui pour continuer grâce aux tests et aux lois que nous respectons dans le pays. On nous empêche maintenant de choisir qui pour continuer. On ne peut pas nous empêcher de changer de régime. Et aujourd'hui, vous comptez soutenir qui? Aujourd'hui, ce n'est pas nous, ce n'est pas les TOB.
je voudrais revenir sur quelque chose. Je ne parle pas ce matin au nom du mouvement témoin d'Olivier Bokor. Quelles sont vos relations aujourd'hui avec Olivier Bokor? Laissez-moi finir. Je ne parle pas aujourd'hui au nom du mouvement Olivier Bokor. Je viens parler en mon nom et au nom d'un creusé. Lequel? Maintenant, laissez-moi revenir sur. Vous avez posé une question. Ok, allez-y. Mes relations avec M. Olivier Bokor, pour qui toute ma vie j'aurai d'estime et du respect, je dirais que je n'ai plus de ces nouvelles. Donc, tout comme tout le monde. Donc, je ne veux pas dire si on a des relations, on n'est plus en contact. Mais on se voit entre membres des mouvements, entre présidents des mouvements, entre militants, entre ceux qui le portent. On se voit, on échange. Donc, je ne peux pas dire j'ai une relation, j'ai des informations. Vous savez ce qui est marrant? Chaque fois qu'on me vit sur un plateau, même pour d'autres sujets là, la première question que j'ai, c'est comment va M. Olivier Bokor. C'est la preuve que le peuple tient à cette personnalité de notre pays. Alors aujourd'hui, vous êtes dans quel creuset? J'avais commencé par développer quelque chose. Nous, on a estimé qu'il ne faut pas baisser les bras. Qu'est-ce qu'on a constaté depuis 2019? De 2019 à aujourd'hui, on a eu 2 exclusions pour les élections. Il y a l'exclusion par les tests. C'est que chaque fois là, on utilise les tests pour empêcher d'autres d'aller aux élections. Mais il y a l'auto-exclusion. Aujourd'hui, nous, on a déjà concédé à ceux qui sont là. On s'est préparé, on s'est dit, il aura l'exclusion par des tests. Mais l'auto-exclusion, nous, on s'est réunis dans le creuset où on lutte actuellement contre l'auto-exclusion. L'auto-exclusion, c'est que quand on n'exclut pas des tests là, le peuple dit, à partir du moment où il n'y a pas d'Atampio, à partir du moment où telle personne ne participe pas aux élections, nous, on n'y va plus. Nous, on ne sort pas pour aller voter. Nous avions créé un creuset qui s'appelle Conscience Citoyenne, qui réunit plusieurs mouvements. Nous sommes en train de faire la cour à beaucoup de personnalités de nous rejoindre, de se joindre à nous. Nous avions dit, il n'y aura pas l'auto-exclusion. Nous allons parcourir Mons et Vallées pour dire au peuple, non, aujourd'hui on est exclu. Aujourd'hui, nous, on a voulu telle personne, vous avez voulu telle personne. Mais grâce à nos tests, les tests de la République qu'on doit respecter, on a empêché ceux-là d'aller aux élections. Mais on ne va pas s'exclure. Aujourd'hui, on oppose M. Paul Hunkpé. C'est la loi. Je ne veux pas dire que c'est quelqu'un qui a exclu, que c'est quelqu'un qui l'a fait. La loi autorise M. Paul Hunkpé et M. Romuald Wadaye. Nous, on a choisi, comme on tient à un changement de régime, on a choisi quand même de travailler avec M. Paul Hunkpé. Tel que je le dis, mais pourquoi les gens caricaturent Paul Hunkpé? Excusez-moi pour le thème en clou. Qu'est-ce que vous avez vu en Paul Hunkpé qui vous a séduit? Je vais vous dire, moi je suis un homme d'objectifs. Le premier objectif, changer de régime. Ça peut être un mouton. Je suis partant. Changeons de régime, après on va s'asseoir pour définir des bases. Deuxième chose, quand je prends M. Paul Hunkpé et je prends M. Romuald Wadaye, M. Paul Hunkpé est mieux préparé pour assumer la charge, pour conduire le pays que M. Wadaye. Prenons le CV de M. Paul Hunkpé. M. Paul Hunkpé, d'abord, a fait des études universitaires, c'est un enseignant. On ne va pas me dire qu'on n'enseigne pas gérer ce pays, qu'il faut aller faire Sorbonne, il faut aller faire les écoles de gestion pour pouvoir gérer le pays. M. Paul Hunkpé a été maire de la ville de Pobat. Ça veut dire qu'il a été une fois aux élections et qu'il a géré une ville. Ça veut dire qu'il est préparé pour gérer la cité. M. Paul Hunkpé a été député à l'Assemblée nationale. M. Paul Hunkpé a été ministre. M. Paul Hunkpé a été chef de parti politique et ce parti politique a eu 8 députés, a eu 8 maires, y compris la mairie de la 3e ville du pays. Qui dit mieux? Personne. Je veux dire, la personne qui est mieux armée, mieux outillée pour gérer ce pays à compter de 2026, c'est M. Paul Hunkpé. Nous irons sur le terrain. On va gérer, on va parler profil contre profil. Qui a été si? On n'a jamais vu l'autre dans l'arène politique. On ne va pas nous dire qu'il faut aller. Donc, et parlons des policiers. Vous n'allez pas me dire que votre ancien collègue, M. Roch, n'a pas les aptitudes nécessaires pour voyager, représenter le pays, pour décorer les gens tels que Mme Talata, avec tout le respect que j'ai pour l'actuelle vice-présidente, que M. Roch n'a pas les aptitudes nécessaires pour le faire. Donc je dis que le meilleur duo aujourd'hui, je suis prêt, le meilleur duo aujourd'hui là, c'est Hunkpé et M. Roch. C'est le duo aujourd'hui. Et nous irons un peu partout. Je dis, beaucoup disent qu'il n'y a plus d'élections, qu'il n'y a plus d'enjeu. Je dis qu'il y a d'enjeu. Quel est l'enjeu pour vous en 2026? J'allais en venir. Je vous ai dit l'enjeu. L'enjeu pour nous, c'est de changer de régime et choisir le meilleur profil. Le meilleur profil aujourd'hui, comparez, vous êtes journaliste d'investigation, sortez. En dehors du fait que le gars a fait ses études à l'extérieur et peut-être a été comptable de quelqu'un qui est devenu président de la République, qui l'a nommé ministre en tant que technocrate. Monsieur Paul Hunkpé est en avance sur Wadaye. Donc le profil, quand nous prenons les deux profils, c'est pour ça qu'on a pris tout notre temps. Quand nous prenons les deux profils, la personne la mieux outillée, qui s'est armée, qui est préparée pour gérer ce pays, c'est monsieur Paul Hunkpé, non monsieur Wadaye.
C'est Paul Rompouet et non Wadaï. Et non Wadaï. Et donc, pour vous, Paul Rompouet pourra quand même conduire mieux les destinées de ce pays que Patrice Talon et Romain Wadaï. Je vous dis, pourquoi vous associez Patrice Talon à Romain Wadaï? Je dis, allons, oublions le passé. Je dis, prenons les deux. Pourquoi vous voulez nécessairement... Patrice Talon a fini ses 2 mandats. Patrice Talon a fini ses 2 mandats. Patrice Talon, c'est dans le passé. Boni Yahi, c'est dans le passé. Maintenant, qui est mieux outillé, qui est préparé pour gérer, conduire notre pays? C'est Paul Rompouet et non Romain Wadaï. Alors, comment comptez-vous mobiliser les citoyens pour 2026? Vous dites que vous êtes un mouvement conscience citoyenne et que vous allez vous mobiliser les uns les autres. Comment vous comptez le faire? Vous nous avez déjà vu sur le terrain, avec Obé. Il y a quelqu'un dont je tais le nom, qui, quand je le crois, me dit toujours, en quelques mois, Albérica, toi et tes gars, vous avez mis Obé dans la tête des gens. Vous avez empêché ce monsieur qui fait son sport discrètement de faire son sport. Nous sommes maîtres dans l'art. Et très prochainement, on aura notre sortie officielle. Et vous allez voir. Je peux vous faire une confidence. Oui. Je peux vous donner le nom du prochain président de la République. C'est qui? Paul Rompouet. Paul Rompouet. Merci à vous, Albéric Darius Seydjo Dagan, d'avoir à répondre à l'invitation et d'avoir exprimé votre opinion sur la présidentielle de 2026. Donc, vous êtes un soutien de Paul Rompouet. Oui. Merci. C'était... Je peux quand même conclure. Oui, allez-y. Je voudrais conclure. Quelque chose à ajouter, oui. Je voudrais conclure et dire à mes compatriotes que Yahi Boni, c'est dans le passé. Patrice Talon, c'est dans le passé. 2026, c'est un nouveau départ. Et dans ce nouveau départ, allons sur le terrain. Le match n'est pas encore fini. C'est maintenant que le match commence. Et je vous dis, nous sommes dans le bon camp. Rejoignez-nous dans le bon camp. Je vous remercie. Merci à vous, chers amis internautes. C'est la fin de Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. On se donne rendez-vous le week-end pour le rendez-vous média du week-end. J'étais à l'instant avec Albéric Darius Seydjo Dagan qui était là pour opiner sur la présidentielle de 2026. Chers amis internautes, on se retrouve le week-end pour le rendez-vous média du week-end. Jusque-là, belle suite de programme sur ESAE TV. Le panel de discussion, Atifa Olafa, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Bonjour à vous, Francis Olafarami. Bonjour, Kader. Merci d'être là. Très belle tenue. Merci. N'est-ce pas, Aneldo? Bonjour. C'est pas mal. Merci de revenir à nouveau. Bonjour à vous également. Nous plaidons pour la discipline. Espérons que la discipline règne. Diane Kouagou, bonjour. Bonjour, Kader. Merci d'être là à nouveau. Et Diane Kouagou, je vais demander par vous. On parle de viol ce matin et on s'interroge de savoir, en cas de viol, la responsabilité incombe à qui? Est-ce le violeur ou la personne violée ou les deux? Je dirais plutôt que la responsabilité incombe à l'homme parce que c'est lui qui exerce la force sur la fille. Son autorité, c'est lui qui force en fait la femme. Je ne vais pas partager les responsabilités. Mais au cas où l'homme, lui, il est violé? Ce sont des cas qu'on entend rarement. Et les cas qu'on voit vraiment, c'est plutôt chez la femme. Plutôt chez elle. Encore, je dirais que la femme est un être faible et c'est très facile de vite la voir. De vite la voir. Ah, ok, d'accord. Et une dernière question avant de passer. Est-ce que vous avez été témoin ou victime d'un viol? Bon, j'ai été témoin d'un... Est-ce que c'est un viol ou bien une maladie? En fait, c'est un voisin. Et puis, il a essayé de violer une petite de 5 ans. Il est arrivé que la fille dormait et puis la nuit, il a commencé par déshabiller la fille. Essayant de la pénétrer. Ça, là, je sais pas. Pénétrer. Oui. Je sais pas à quoi il pensait en ce moment. Avec les nombreuses femmes qui sont dehors, c'est sur une petite de 5 ans, lui trouve pour exercer sa folie. Donc, je dirais que... C'est une maladie vraiment. Aneldo, sur la question, qu'est-ce que vous pensez? Effectivement, c'est une maladie, mais plutôt la responsabilité incombe majoritairement à la personne qui pose l'acte, c'est-à-dire le violeur ou la violeuse. Mais sans... Donc vous reconnaissez qu'il y a des violeuses également. Oui, vous avez été violé une fois? Non, non. Il y a eu tentative une fois? Non, du tout pas. Ah, okay. Mais il y en a des hommes
qui se font violer. Vous avez des confidences? Bon, des amis en parlent, même si on pense... Est-ce qu'il y a un ami dans l'environnement immédiat qui a été violé une fois? Non, pas vraiment, je n'ai pas connaissance de Okay. ça. Maintenant, la grande responsabilité incombe au violeur ou à la violeuse, mais en cas lorsque le vis-à-vis, la personne qui a subi cela, est à la majorité, et c'est surtout une femme d'un certain niveau, ou bien une femme qui se permet un certain nombre de choses, on peut lui incomber cette responsabilité également. Quand c'est par exemple une petite fille, moi je trouve que la responsabilité incombe beaucoup plus aux parents dans un autre cas. Parce que lorsque déjà vous êtes parent et que vous laissez les petits tontons ou bien les gaillards appeler votre fille ma chérie, et veulent souvent lui mettre la main sur les épaules. Déjà, c'est des petits gestes qui ont tendance à amener sur ce côté-là. Parce que la personne qui a pu prendre un enfant et a voulu tenter cela, c'est que cette personne, à un moment ou à un autre, a eu une proximité avec l'enfant. Et si cette personne s'est permise la proximité, c'est que les parents ont été défaillants à un moment. Maintenant, si le vis-à-vis est majoritaire, si c'est une femme qui a l'habitude de s'habiller de façon dénudée, il faut dire que dans la... Dénudée, c'est-à-dire quoi? C'est pas vraiment... On ne couvre pas vraiment le corps. Il y a des femmes qui s'habillent, vous voyez leurs cuisses jusqu'à un certain niveau, ou bien vous... Et quand vous voyez ça, ça vous perturbe parfois? Je vous explique un truc. Dans la ville, dans la société, on a plusieurs types de malades. Je peux m'appeler aussi malade, mais un malade qui contrôle ses émotions et qui contrôle ses pulsions. Mais il y a des malades qui ne contrôlent rien. C'est-à-dire que dès qu'ils voient le bout des seins d'une femme, même si c'est dans un soutien-gorge, ses sens s'éveillent à un point où si il ne touche pas cette femme, il ne sera pas à l'aise. Vérifiez aussi Francis Faramier dans ce registre. Dans quel registre déjà? Analdo, vous parlez, vous l'avez suivi. Oui, mais quand vous parlez de registre, il parle de quelque chose, vous parlez de registre. Il faudrait lui montrer quelque chose. Donc voilà un peu. Donc, il faudrait se dire que dans la société, il y a de tout. Il y a de tout et la femme doit d'abord se préserver du violeur avant que quelqu'un ne pense à la violer. C'est important. Francis Faramier? Oui, je dirais que dans certains cas, pour ne pas dire dans la majorité des cas, quand on parle d'un homme et d'une femme, la responsabilité est partagée. Vous la partagez aussi? En fait, je partage plutôt l'avis de Anaël parce qu'on a beau dire que la femme est l'être faible, mais il ne faut pas oublier que la femme... L'homme aussi est un être faible aussi. Exactement. Et il ne faut pas oublier que la femme aussi crée certaines choses parce que, pour ne pas répéter exactement ce que Anaël a dit, lorsque par exemple on parle de viol, c'est que ça a été déjà une action pensée. Et avant de penser l'acte, la plupart du temps, les hommes avant de violer... Pourquoi ils avertissent, c'est ça? Non, pas qu'ils avertissent, mais parfois, ils posent déjà, des actes ou bien... Et je vais prendre un cas plutôt palpable, un cas plutôt pratique. Quand par exemple... Un cas pratique? Non, enfin... Vous avez fait un cas pratique, c'est ça, une fois? Non, pas du tout. Ok. Je dirais par exemple que lorsqu'un homme vient vous voir, vous faites des avances et que vous lui dites non, montrez-vous que le non, il est non. La dernière fois, j'ai entendu des gens dire ici, on dit non et ils pétinent le non. Montrez-vous que votre non là, c'est un non radical. C'est pas parce que je dis non que... C'est quoi? C'est un non assorti de paire de gifles, c'est ça? Non, pas dans ce sens. Là, ça peut même créer des problèmes. Quand vous dites non et que c'est vous qui revenez vers la même personne le lendemain et vous lui passez la main dans les cheveux et vous lui faites des attouchements ou bien c'est vous qui commencez à employer des mots doux, votre non, dans ce cas, votre non, vous avez dit le non, mais le non n'est pas radical. Quand vous dites ce genre de choses à un homme et que le lendemain vous posez des actes qui ne sont pas totalement contraires, mais des actes qui laissent entrevoir des possibilités, votre non n'est pas un non selon moi parce que vous lui avez dit non, mais vous lui faites comprendre que bon, il y a des possibilités. Et quand dans ce genre de situation, vous vous faites violer, c'est un peu aussi de votre faute. Et on a parlé de tenue de certaines femmes. Quand vous portez certaines tenues et que les hommes viennent vous faire des attouchements, c'est aussi de votre faute. Nassirine a dit, c'est la dernière fois que lorsque je m'habille, c'est pour moi, même quand je porte quelque chose et que je me sens à l'aise dedans, la vie continue. La vie ne continue pas parce que si vous devez... Voilà, en fait, si vous devez vous habiller pour vous, c'est que vous n'aurez même pas de gêne à vous habiller comme vous habillez à la maison quand vous êtes seul dans votre 4 murs. Dans vos 4 murs. Vous pouvez sortir même en soutien-gorge parce que vous habillez que pour vous. Vous pouvez même sortir sans rien porter parce que c'est pour vous. Si vous vous sentez à l'aise dedans, alors ne portez rien et mettez-vous dans la sécurité. Atifer, à la fin, votre opinion en cohérence à ce qui a été déjà dit?
un sujet assez complexe et très sensible parce qu'on parle de viol, on parle de responsabilité. Si le viol est considéré... Même question à Diane Kouabou également. Avez-vous été témoin ou victime? Non, pas du tout. Vous n'avez même pas été témoin? Non. Vous n'avez pas reçu des confidences de viol une fois? Non, ni l'un ni l'autre. Ni l'autre. Le viol étant considéré comme un crime, pour moi, la responsabilité incombe à l'auteur, à celui qui viole la personne. La responsabilité incombe à la justice et aussi à la société. On est dans une société où on a tout de suite, on juge très vite la victime qui a subi un viol, soit disant que c'est peut-être par sa faute que le viol a été commis, c'est peut-être à cause de son habillement et tout. Mais ça n'a rien à voir. Lorsque vous commettez un crime, lorsque vous êtes hors la loi, il faut qu'on vous sanctionne et qu'on vous donne la punition qu'il faut, la punition conséquente. Pour moi, lorsqu'on parle de viol, c'est d'abord la responsabilité du violeur. Parce qu'aucune femme ne se met sur la place publique pour dire « venez me violer ». Aucune femme ne souhaite qu'on le viole. Qu'on la viole? Qu'on la viole, merci. Et moi, gratuit. Je n'ai pas encore été victime ou témoin d'un quelconque viol, mais je pense quand même que, lorsque vous vous faites violer, quand vous êtes dans une posture de victime, le tout ne suffit pas de dire c'est la faute à telle ou telle personne. Il faut d'abord déjà écouter cette personne parce que les victimes de viol aujourd'hui ont peur d'en parler parce qu'ils se disent, parce que la société a tellement fait de sorte à ce que lorsqu'on dit quelqu'un a été violé, c'est de sa faute, c'est parce que tu t'habilles pas bien ou parce que tu as un style vestimentaire qui n'est pas très catholique, mais ça n'a rien à voir. Lorsque vous commettez un crime, il faut que la loi vous punisse, il faut que la société vous remette dans les pas. Et donc quand il y a viol, c'est la faute à l'agresseur ou à celui qui a exercé le viol. La faute à l'agresseur. Diane Kouabou, Atifar Lafa reste carrément dans la même logique que vous. Lorsqu'il y a viol, c'est la personne qui a exercé sa force, c'est elle qui est la fautive. Et je dirais plutôt qu'elle a raison. Parce que... Oui, parce que... Oui, allez-y. Je dirais qu'elle a raison. Parce qu'on ne peut pas se contenter de l'habillement de la femme. Par exemple, je suis dans un boubou. Francis Farah, est-ce que... on va y aller, vous permettez, Diane Kouabou. Quelles sont les tenues qui dérangent? Est-ce que les boubous dérangent? Je pense que ça dépend de la personne qui regarde. Ce qui dérange pour moi peut ne pas déranger pour Anaël, mais c'est beaucoup plus la posture de la personne qui porte... La posture, c'est quoi ça? Morphologie, c'est ça? Non, pas que ça, morphologie. Vous voyez, quand on parle de boubou, certaines personnes disent que dans un boubou, je peux me sentir à l'aise, et puis ça cache tout de manière globale. Mais quand vous portez un boubou et que à chaque fois, c'est vous qui vous sentez obligé de remonter par exemple votre boubou et remonter jusqu'à un niveau donné. Quel niveau? Quel niveau? Peut-être au niveau des cuisses, au niveau ou peut-être même un peu plus haut. Chacun sait ce qui l'excite ou bien ce qui le rend sensible. Ce qui le rend sensible. Voilà, quand vous portez ça et que vous adoptez des comportements donnés, vous avez beau vous protéger tout le corps, ça ne protège rien. Cela ne justifie pas. Elle a monté la robe jusqu'à un niveau donné. Mais pourquoi elle va monter la robe aussi, Diane Kouabou? Pourquoi? Peut-être qu'elle veut monter sur quelque chose, bien ça la dérange un peu, donc elle décide de monter un peu la robe pour faciliter les choses. Faciliter quoi? Quelle chose? Il faut appeler un chat par un chat, un chien par un chien. Elle veut monter sa robe pour faciliter sa démarche. Peut-être monter quelque part. Mais cela ne veut pas dire qu'elle appelle quelqu'un de venir la violer ou non. Le problème, c'est que beaucoup pensent qu'il y a un lien entre l'habillement et le viol. Moi, je dis qu'il n'y a aucun lien parce que une personne qui s'habille dans sa tête, je m'habille de façon normale. Vous savez, dans la société, il y a tout. Il y a des malades qui s'ignorent, il y a des personnes normaux, il y a des malades mentales et tout. Donc, Francis l'a dit, la façon dont je m'habille peut ne pas m'indisposer moi, mais ça indispose mon vis-à-vis. Mais le problème, c'est quoi? Il y a, par exemple, les pays anglophones. On a eu des situations où des Nigériens sont venus étudier ici et tout. Ils ont leur façon de s'habiller. Nous aussi, on a notre façon de s'habiller. Mais à quel moment ma façon de m'habiller appelle quelqu'un à me violer? Il y a une chose, lorsque vous êtes bien éduqué, et que vous sortez d'une famille décente, il y a des choses que vous ne pouvez pas vous permettre de porter. En tant que femme qui se respecte et qui a sa dignité, il y a des trucs que vous ne pouvez jamais vous permettre
de porter pour sortir. Et lorsque vous permettez cela? Attendez, lorsque moi je décide de porter peut-être une robe moulante, je porte d'abord ma tenue pour moi. Est-ce que lorsque nous nous habillons, et ça c'est la question qui va être posée à tout un chacun, est-ce que lorsque nous nous habillons exclusivement pour nous? Moi je dirais je m'habille exclusivement pour moi. Ah bon? Anaël-Do, vous vous habillez? Je pense que quand on s'habille exclusivement pour soi, on va seulement marcher dans sa chambre. Et on tourne dans la chambre et après on se déshabille. Dès qu'on s'habille pour sortir de la maison, c'est qu'on s'habille plus pour soi. Mais on s'habille également pour les autres. Même question, Francis Fahmi? Je dirais même qu'on ne s'habille jamais pour soi. Parce que quand on s'habille, c'est que on s'habille pour sortir, pour aller quelque part. Et quand on s'habille pour aller quelque part, c'est qu'on doit respecter certains codes donnés. Et ces codes-là, si vous habillez pour vous, c'est que vous n'avez même pas besoin de respecter les codes donnés. C'est justement pour ça que je parlais d'éducation. Oui, un instant. Diane Bagou, votre opinion également? Moi, je m'habille pour moi. Parce que il faut que je me sente à l'aise dans ce que j'ai porté. Il ne faut pas que je me donc, par exemple, si pour vous, les dessous vous indisposent, donc vous pouvez indisposer de la société alors? Non, même pas. De nous tous ici, personne ne va porter un dessous et sortir se promener. Non, ça dit si les dessous si je me sens à l'aise en portant des dessous, je peux ça pour moi. Pourquoi ne pas me promener avec? C'est déjà établi depuis que string ou bien calcif, c'est fait pour l'intérieur. Donc, non, mais si je ne veux pas porter des slip. En fait, c'est exactement ça. C'est exactement ça le truc. Votre habit. Et que parce que les soutiens-gorge vous irritent, vous n'en portez pas en bas. Et pour ça, vous portez juste une tenue. Les soutiens-gorge, il y a certaines, par exemple moi, il arrive des fois que je ne porte pas. Pas parce que je veux venir montrer à quelqu'un ou bien non. Parce que des fois quand je porte, j'ai mal à la poitrine. Et je ne peux pas à chaque fois porter le soutien-gorge. C'est pas pour déranger quelqu'un. Après que vous portez des dessous ou pas, si quelque chose doit arriver, ça arrivera. Voilà. Je l'ai dit tout à l'heure, on est entouré de toutes sortes de personnes. Vous pouvez être habillé de façon décente et être violé, comme vous pouvez être habillé de façon comme une fille légère ou quelqu'un qui n'a aucune restriction dans son style vestimentaire et ne pas vous faire violer. Tout dépend de comment... il faut d'abord connaître son environnement et savoir d'où vous venez. Moi, je ne vais pas me permettre de porter du n'importe quoi après sortir. Alors, vous pouvez être bien habillé. Il y a des hommes aujourd'hui, même quand vous mettez des centaines de boubous, vous mettez en bas de des tenues où votre forme ne laisse rien entrevoir. La personne aura forcément des arrière-pensées. Il faut juste savoir connaître son entourage et savoir où est-ce que vous allez. Vous aurez beau vous habiller de façon décente ou pas, on vous violera. Si ça doit arriver, ça arrivera. Oui, Diane, vous voulez dire quelque chose tout à l'heure? Je disais plutôt même qu'il y a des hommes, quand on leur dit non, ils insistent. Même à te forcer même. Il y a de ces gens-là. Donc je dirais que c'est pas l'habillement qui détermine si on doit te violer ou pas. C'est pas l'habillement. Anaël-Do, vous voulez réagir? Oui, je voulais réagir. Là, Tifa a dit beaucoup de choses. Elle a parlé du fait que... elle a bien commencé à un moment donné. J'ai mal terminé. Oui, vous avez très mal terminé. À un moment donné, elle a très mal terminé. Elle-même, elle a dit, il y a des malades dans la société. Oui, parce qu'il y a des malades dans la société, il faut se préserver. Vous préserver. Quand vous savez qu'il y a des voleurs, c'est que vous mettez votre moto quelque part où vous savez que les voleurs n'auront pas peut-être assez, ou bien il y a des personnes qui vont protéger cela. Et ce qui protège, c'est votre habillement parfois. La manière dont vous vous habillez est susceptible de vous exposer dans la société ou pas. Quand vous sortez et que vous savez qu'il y a des malades, il y a plusieurs types de malades, c'est que vous vous préservez le plus possible pour que ces malades-là ne rêvent pas, pour ne pas activer leur côté malade au fait. Parce que quelqu'un, vous êtes habillé comme ça ne me gêne pas. Mais un autre, c'est suffisant pour que lui puisse commencer à rêver sur vous toute la journée et se demander comment vous mettre dans un coin pour vous faire quelque chose. Donc déjà, là, quand vous savez et que vous vous habillez de façon normale pour vous, c'est que vous vous demandez si, est-ce que mon habillement là peut déranger quelqu'un? Si à 99% ça ne peut pas déranger, ok. Mais si ça, vous trouvez que ça peut déranger, ça me plaît, je suis à l'aise dedans, mais ça peut déranger. Vous avez dit, par exemple, oui, vous êtes à l'aise parfois dans les soutiens-gorge et vous n'êtes pas à l'aise dans les soutiens-gorge. Quand vous savez que, je ne suis pas à l'aise dedans, je suis sans soutien-gorge, c'est bon pour moi. Mais est-ce que ça peut déranger mon vis-à-vis? Du moment où je me dis, quelque chose me dit dans ma tête, ça pourrait déranger, c'est que je trouve une solution.
où je trouve des sentailles que je mets en bas pour que ma poitrine ne soit pas trop bombée, pour que les gens puissent... Non, peut-être parfois aussi, c'est aussi une mode aussi pour les jeunes filles aujourd'hui, tout simplement. Pour montrer à d'autres que bon, pendant que pour toi est tombé, pour moi est encore debout. Oui, exactement. En fait, c'est carrément là où j'allais en venir. Il y a aussi certaines femmes qui, peut-être même sans le savoir, je pense que quelqu'un l'a abordé la dernière fois, il y a de ces filles-là qui se jouent un peu les allumeuses. Mais oui, elles se jouent les allumeuses. Elles vous allument? Non, quand je parle d'allumeuse, peut-être que... ça ne prend pas quand elle vient vers vous. Non, attendez, laissez-moi aller au moins jusqu'au bout de mes idées. Attendez, prouve que... Non. Vous avez été violé une fois déjà. Non, pas du tout. Donc... Anaël sourit, c'est comme s'il a une information. Je pense que s'il a été violé... Oui, il y a eu tentative. Il n'a pas été violé une fois, mais je sais qu'il a été agressé une fois. Ah, ok. Voilà. Et parfois, ce n'est pas... Non, quand on parle d'agression, c'est peut-être... Non, vous pouvez aussi le reconnaître parce qu'il y a des femmes qui violent, c'est pas seulement les hommes. Oui, si j'ai été violé, je pense que je serai la première personne à le savoir et je n'aurai même pas de gêne à le dire. C'est vrai parce qu'on pense, je n'aurai pas de gêne à le dire. C'est vrai qu'on a tendance à caricaturer les hommes. Non, à le savoir, pas à le dire, à le savoir. Je pense que si j'ai été violé... Mais est-ce que le viol fait par la femme, est-ce qu'on arrive à s'en rendre compte? Oui, parce que quand on parle de viol, c'est que vous avez été forcé. Et je pense que si une personne a été fiancée, enfin forcée, non, on préfère fiancée. Je pense que si une personne a été forcée, elle saura qu'elle a été forcée forcément. Donc, je pense que c'est parce qu'on a beaucoup plus tendance à caricaturer les hommes comme étant l'être fort. Diane l'a dit tout à l'heure. Je pense que c'est à cause de ça que certains hommes, voilà, se créent cette carapace-là du fait que j'ai été violé, mais je ne peux pas en parler. Qu'est-ce qu'on dira? Et je pense que c'est même mieux qu'on essaye de briser ça. C'est pas parce que on parle de violence et on parle de viol et tout de suite on pense aux femmes que ça ne peut pas arriver aux hommes. Il y a de ces femmes-là aussi qui ont des comportements, je ne vais pas dire machiavéliques, mais des comportements violents. Et tout à l'heure on parlait d'habillement. C'est pas parce que vous vous sentez à l'aise dans ce que vous avez porté que... Vous avez perturbé Francis. Exactement, parce que tout à l'heure, elle a dit qu'elle ne se sent pas à l'aise à porter des soutiens-gorge. Elle en a parlé, trouver d'autres solutions. S'il faut que je porte des sentailles, s'il faut que je porte des demi-maillots, portez quelque chose qui vous préserve. On a parlé des malades. Il y a des malades, vous voyez... la personne est bien habillée. Je suis là, je vois Anaël, peut-être qu'Anaël a des problèmes, peut-être qu'Anaël... Bon, excusez-moi, peut-être qu'Anaël est un peu malade, je ne sais pas. Mais ce n'est pas pour autant que je vais aller chercher Anaël. Ce n'est pas pour autant que je vais porter des choses... Et parce que je me sens à l'aise, je viendrai et commencer à adopter ce comportement. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des hommes et même des femmes où vous aurez beau faire tout ça, prendre toutes vos précautions, mais ils seront toujours derrière. Vous savez, mais il y a un aspect dont moi je voudrais surtout parler. Il y a quelque chose qui est important. Où Francis a parlé par exemple du comportement des femmes. Peut-être pas l'habillement, mais le comportement que vous avez, ce que vous permettez à un homme, fait qu'il a plus de chances de vous violer. Si vous savez qu'il ne vous plaît pas, du tout pas, même quand il vous drague, parce que je pense que vous êtes des partenaires âgés. Est-ce que le violeur toutefois drague? Le violeur parfois drague. Oui. Et c'est parce que vous lui avez donné des idées de pouvoir, vous lui avez donné des libertés. Non, pas des possibilités. Vous lui avez donné des possibilités. Vous lui avez montré que, bon, ça drague peut marcher. Et arrivé à un moment donné, vous refusez maintenant de donner. Pas seulement ça. Il y a des violeurs, vous aurez beau leur dire non de façon catégorique. Justement, c'est parce que c'est qu'il n'a pas accès à ce qu'il veut, qu'il va par la force. Si vous savez que vous voulez dire non, faites-le comprendre que c'est un non. Et c'est un nom très radical. C'est pas parce que le gars vous drague et que vous voulez lui dire non. Quand vous achetez des choses, vous allez accepter. Je suis allé chez lui, il m'a violé. Tu es allé chez lui. Exactement. Tu es allé chez lui, il t'a violé. Tu as répondu à un rendez-vous de lui et il t'a violé. Et celui qui a croisé dans la rue, qui a bondi. Non, dans la rue et il a bondi. Vous avez dit dans la rue. Je me dis qu'il y a forcément des personnes qui vont peut-être protéger cette personne-là. Donc, une personne âgée qui a plus de la maturité, qui se fait violer, c'est qu'à un moment ou à un autre, cette personne a donné l'ouverture et la possibilité à son violeur de pouvoir avoir accès à elle. Donc, c'est sa faute. Quand un dragueur ou bien quelqu'un qui vous voit, quand une personne a déjà des regards bizarres sur vous, où je viens ici, je reste là, je regarde Atifa de façon, je la dévore des yeux, tout le temps, c'est que Atifa doit déjà se poser des questions. Et à un moment donné, à l'excès,
ça doit faire tic dans la tête de Atifa. Atifa va dire, mais ne me regarde plus comme ça ou je me plains. Je peux même porter une plainte contre toi pour dire, tu me regardes de manière bizarre. Et on va lui dire de se mesurer. Donc déjà, il y a on peut regarder Atifa avec beaucoup de désir sans la violer. Quand ça arrive à un moment, quand ça arrive de manière répétée, Atifa doit s'inquiéter. Mais est-ce que quelque part, vous ne pouvez pas pousser les gens à avoir parfois des interprétations biaisées de certains regards? Puisque vous ne savez pas ce que l'autre pense dans votre tête et que votre sécurité est importante, dès que la personne a un comportement qui est bizarre pour vous, on est tous en danger. Alors moi j'ai un aspect dont je voudrais parler, c'est la sensibilisation et surtout l'éducation. Vous savez, lorsqu'on parle de viol, on a tout de suite, on pense tout de suite à la force, à la violence, au non-consentement. Aujourd'hui, il faut éduquer et les hommes et les femmes à cultiver plus le respect de son vis-à-vis et le consentement. Il y a des hommes aujourd'hui, tu auras beau dire non, catégoriquement, tu auras beau prendre toutes telles dispositions, mais s'il a envie de te courir après ou de bondir, il le fait. Mais il faut déjà éduquer l'enfant, chaque être humain, à ce que le consentement est très important dans une relation. En tout cas, à partir du moment où vous avez une relation intime avec une personne, le consentement, c'est très important. Il faut déjà apprendre à se respecter et à connaître les limites. Vous savez, aujourd'hui, les gens, ils se permettent tout sans faire attention à quoi que ce soit. Les femmes comme les hommes, je l'ai dit tout à l'heure, les femmes comme les hommes. Donc, il faut déjà sensibiliser, éduquer les personnes pour savoir que le consentement, c'est très important. Et aujourd'hui, d'arrêter de commencer à changer les mentalités en pensant que peut-être lorsqu'il y a un viol, il y a une responsabilité partagée entre le violeur ou l'agresseur et la victime. Personne ne souhaite ou personne ne demande à ce qu'on vienne le violer. Et donc, quand des choses comme ça se passent et que peut-être une victime ou vous avez une connaissance qui se fait violer, qui vient vous en parler, arrêtez déjà de commencer à chercher le responsable et de juger. Il faut installer un cadre de confiance et de soutien et montrer à ces personnes-là que c'est des personnes vulnérables, des personnes qui méritent aussi de se faire respecter et d'être considérées par la société et arrêter de jeter un mauvais regard sur les... Merci à vous, Atifa, à la fin. Oui, Alain, pour conclure. Le point important, moi, que j'aimerais aborder pour finir, c'est plus le viol quand il s'agit des petites filles. Des petites filles qui sont des enfants. C'est pour attirer la vigilance des parents surtout. Et même des proches aussi. Les parents et les proches. Quand un homme fait trop de compliments à votre petite fille, c'est dangereux. Quand on voit les tontons qui viennent à la maison, parce qu'il y a de ces cas de viol où c'est le tonton qui vient à la maison, qui viole la petite fille et qui menace la fille. La fille se fait violer pendant des années, mais elle n'arrive pas à dire ça parce que c'est le tonton. Et les parents ont tellement d'estime pour ce tonton-là que la petite fille se dit, si je dis ça, c'est moi j'aurai des problèmes. Donc la petite fille se met dans son cocon et subit ça. Donc que les parents fassent vraiment attention à ces genres de cas et regardent leur fille. Que les parents contrôlent parfois les petites filles. Et que les parents discutent avec ces petites filles pour savoir si un tonton ne te fait pas quelque chose. Si quelqu'un n'a pas un comportement bizarre envers toi. Si quelqu'un n'a pas si. Et tu peux facilement t'exprimer, l'enfant pourra dénoncer. Maintenant, aux jeunes filles qui sont très matures, de savoir que s'il doit y avoir viol, c'est qu'à un moment ou à un autre, elles ont ouvert la porte. Même si c'est le violeur qui est le plus responsable, qui est celui qu'on doit sanctionner. Si vous ne laissez pas votre moto au dehors, le voleur ne viendra pas voler. Donc si vous ne vous exposez pas d'une manière ou d'une autre, quelqu'un n'aura pas ses regards sur vous jusqu'à venir vous violer. Francis, sur la famille, pour conclure aussi. Pour conclure, déjà, je vais inviter les femmes, enfin nos jeunes soeurs et nos jeunes mères, parce qu'il y a aussi des moments qui seront violés aussi. Donc, je vais nous inviter tous, oui, je vais nous inviter tous à cultiver le consentement. Atifa en a parlé, mais il faut que votre consentement soit un vrai consentement, parce qu'on entend aussi de ces femmes-là qui, lorsqu'elles disent non, une fois que l'homme se retire, après ça finit en insulte. Donc, exactement. Donc, je vais aussi inviter les parents à cultiver une certaine proximité avec leurs enfants. On a dit ici, on en a assez parlé de la relation parent-enfant. On a dit qu'il faut que les parents soient les meilleurs amis de leurs enfants.
parce qu'il faut que l'enfant puisse se sentir à l'aise de pouvoir dire certaines choses à leurs parents, de savoir que peu importe ce que je dirai à mes parents, ils me croiront. Parce que c'est souvent ça le problème quand c'est un enfant qui est victime de viol. Il se dit, papa ne me croira pas, maman ne me croira pas. Donc, il faut que l'enfant puisse se sentir à l'aise de pouvoir parler de tout avec ses parents. Et aussi, je vais aller dans le même sens que ce que Anel a dit. Il faut que les parents, les membres de la famille ou bien les proches soient assez vigilants. Lorsqu'un oncle, lorsqu'un proche devient un peu trop gentil vis-à-vis de mon enfant, je pense que ça devrait commencer à m'interpeller. Lorsqu'à chaque fois quand je veux sortir, et je me dis, bon, où est-ce que je peux déposer mon enfant pour qu'il soit à l'aise, elle ne soit pas déposée à la crèche. Voilà, c'est lui qui se propose toujours d'être disponible pour recueillir mon enfant. Je pense que ça devrait attirer mon attention. Et pour finir, nos jeunes sœurs, lorsqu'un homme commence à adopter certains comportements, parce qu'on l'a dit, il y a des femmes qui sont plutôt... Exactement. Il y a des femmes qui sont un peu trop naïves. C'est pas seulement les oncles. Non, c'est pourquoi quand on parle de femmes en général, je parle de femmes en général, il y a de ces femmes-là qui sont un peu trop naïves selon moi. Elles voient des comportements, mais pour elles, c'est quelque chose d'anodin, il n'y a pas de problème là. Il y a des problèmes parce que ça commence toujours quelque part avant d'arriver à l'extrême. Donc, faisons très attention. Les hommes comme les femmes. Diane Kouagou, votre conclusion? Pour conclure, je dirais aux hommes d'opter pour, au lieu d'opter pour le viol, qu'ils militent pour le consentement afin de pouvoir jouir de leur acte. Au lieu de vouloir violer ou bien violenter une femme, il y en a plusieurs. Si une t'a refusé, va chez l'autre, ne la violente pas. Bien évidemment, merci à vous Diane Kouagou. Une conclusion qui est en phase avec mon opinion la fois dernière. Je l'ai dit, je ne comprends pas comment des gens puissent violer une femme parce que l'acte sexuel est avant tout un acte de plaisir. Il est épris de jouissance, à la fois ensorcelante et parfois même, je vous passe de l'autre qualificatif. Et donc, lorsqu'on est en phase ou à la lisière d'une telle entreprise, on ne pourrait quand même passer de côté cette complicité qui doit naître entre les deux partenaires pour une complémentarité dans les actes, dans les gestes, pour un rapport sexuel épanoui, pour un rapport sexuel jouissif. Et donc, chers amis internautes, je dirais que le violeur est condamnable, Atifa Olafa l'a dit tout à l'heure, il commet un crime et il est condamnable avec la dernière rigueur, le dernier retranchement de la loi ou de la législation en vigueur dans le pays dans lequel il a commis cet acte-là. Mais dans le même temps, comme l'ont souligné Francis Olafarami et Anel Dou avec beaucoup d'insistance, vous ne pouvez pas aller là où il y a le taureau et porter du rouge. Si vous portez du rouge, vous êtes tout de suite exposé à ce que le taureau vous prenne dans ses cornes et fasse de vous ce qu'il veut. Et donc, à partir du moment où vous vous habillez et que vous rentrez en société, vous devez savoir que le vêtement a un discours, ce que vous portez a un discours, et que cela peut envoyer des informations. Il faut aussi que nos jeunes sœurs, nos jeunes filles, nos jeunes mamans également soient davantage éduquées, qu'elles laissent les tenues du soir pour le soir, les tenues de la journée pour la journée. Parce qu'on constate de plus en plus qu'il y a plus de respect des normes en matière de code vestimentaire, des tenues qui sont faites pour exclusivement aller en boîte, parce que là-bas, tout est dans l'obscurité, on les porte au grand jour. Et lorsqu'on les porte au grand jour, on dit on veut être sexy, tout en occultant le fait qu'en étant sexy, on attire l'attention des uns et des autres, à tort et ou à raison, sur la volonté de regarder. Et lorsque un être regarde quelque chose, ça dépend du regard que vous le relancez aussi en retour sur cet échange-là de regard. Et lorsque l'échange de regard parfois est fructueux du côté d'une des parties, ça peut être l'homme, ça peut être la femme, parce que les deux se font violer, il y a parfois des idées qui se font. Il peut y avoir de mauvaises interprétations, il peut y avoir de mauvaises idées, parfois il peut être malsaine, parfois il peut se sonder de façon fructueuse, parfois il peut être mauvaise. Donc, pour être à l'abri de tout cela, lorsque vous êtes dans un environnement de travail, que vous voyez que, comme l'a dit tout à l'heure Naël Dou, le violeur parfois, il annonce les prémices de son acte, tout de suite, il faut être ferme et à la fois fermé. Il ne faut pas être fermé et ouvert, il faut être ferme et fermé, dire je ne veux pas et dans le même temps empêcher que de tels actes se produisent. C'est au boulot et que vous avez vu que habituellement vous allez au boulot avec des tenues qui exposent votre poitrine, vous y allez parfois sans soutien-gorge, alors désormais portez des soutiens-gorge, mettez des chiffons s'il faut même pour voiler même ce que vous avez parce que vous voulez vous préserver, parce que les séquelles d'un viol parfois
on n'arrive pas tous à les gérer de la même façon. Les problèmes psychologiques, nous n'arrivons pas tous à les gérer de la même façon parce que nous n'avons pas tous le même mental. Et donc, la thématique, comme je disais l'autre fois, elle est vaste, elle est immense. Et il faut véritablement que les parents aussi, Anaël Doro l'a dit tout à l'heure, il l'a insisté dessus, il faut que les parents veillent sur les enfants. Il a dit les tontons qui viennent. Mais là où moi j'irai encore plus loin qu'Anaël Doro, il faut que les parents aussi arrêtent parfois d'habiller les enfants comme si ces enfants-là avaient 18 ans. Il faut que les parents aussi arrêtent de porter aux enfants de 12 ans, de 11 ans, de 13 ans, de 14 ans, des tenues qui puissent appeler à l'appétit sexuel. Parce que n'oubliez pas que le viol, au-delà de tout, résulte d'un fantasme nourri. Et donc, pour empêcher ce fantasme-là, la fille qui a 12 ans, la fille qui a 13 ans, toi maman, toi papa, toi oncle, toi tuteur qui l'abrite, il faut que tu arrives à ne pas lui permettre qu'elle se mette en collant, par exemple, en tenue qui laisse dessiner sa silhouette. Parfois, vous voyez des filles à 12 ans, 13 ans, dont la silhouette parfois interpelle, appelle. Soyons honnêtes. Et donc, il faut empêcher que l'homme vicieux, parce que être vicieux, c'est un état d'esprit, c'est un état d'esprit de quelqu'un. Être vicieux, l'homme vicieux ne puisse pas nourrir son regard. Parce que lorsque le vicieux le voit une fois, ça peut passer. Mais la seconde fois, la troisième fois, à un moment donné, se dit, est-ce que cette fille-là n'est pas de mœurs légères? Parce que personne l'a dit sur ce plateau ici, le vêtement vous allie à une sorte de morale, à une sorte de mentalité. Et donc, lorsque vous habillez tout le temps sexy, comme la fille qui est dans un quartier réputé de Cotonou, qui attend son client du soir, ou parfois même le client du matin et de l'après-midi, alors à un moment donné, l'homme se dit, est-ce que parfois elle n'est pas ouverte, est-ce qu'elle n'est pas ci, n'est pas ça? Et bonjour, les interprétations. Le viol, il est à condamner. Abat les violeurs, si on peut le dire ainsi, comme le disent souvent les pasteurs. Je le redis, je le répète, Diane l'a dit ici très bien, le viol, c'est un acte pour lequel il doit avoir le consentement. Si vous voulez vous engager qu'il n'y a pas le consentement, changez de méthode, changez de stratégie. Allez par 4 chemins, allez avec toutes les méthodes possibles pour avoir le consentement. Parce que lorsqu'il y a le consentement, vous allez davantage jouir de ce que vous espérez. Vous allez davantage assouvir ce fantasme-là que vous avez nourri en regardant la silhouette de quelqu'un ou d'une autre personne. C'était à l'instant mon petit commentaire sur ce panel de discussion qui est assez intéressant parce qu'il est nourri parfois, comme vous avez su bien le constater de part et d'autre, d'expériences vécues. On a constaté que ce soit Francis Farami, Anaël Doro, Diane Kouakou, même Atifa Olafa, ils n'ont pas été honnêtes. Ils n'ont pas voulu dire réellement s'ils ont été témoins, est-ce qu'ils ont reçu des confidences, mais c'était quand même intéressant. Merci à tout un chacun. Chers amis internautes, c'est la fin de Free Matin ce matin. On se retrouve demain, par la grâce et la volonté divine, pour Info Hebdo, au regard de l'actualité politique, au regard également de ce que vont faire nos amis députés de la révision de la loi portant révision de la Constitution au Parlement.